On va parler des collections. Donc, je suppose que vous connaissez à ce stade-là la notion de classe, la notion d'objet. Donc, on va aller plus loin, parler des collections. Alors, qu'est-ce qu'une collection? Une collection, c'est une notion qui est plus générale qu'un tableau. En fait, c'est un objet qui référence un nombre arbitraire d'autres objets. Les autres objets sont appelés les éléments de la collection. Comme un tableau peut avoir des éléments, une collection a des éléments. En fait, le tableau, c'est un cas particulier d'une collection. Alors, en fait, il y a différentes classes de collections. Il y a les collections ordonnées ou pas. Ça veut dire que les éléments, ils ont une position, un indice, quand ils sont ordonnés, ou pas. Donc, l'indice n'est pas obligatoire. Les collections peuvent avoir un nombre d'éléments variables ou fixes. Donc, elles peuvent être extensibles. Donc, on peut ajouter, retirer des éléments. Ou alors, comme les tableaux, euh, on a un certain nombre de cases figées. Et puis il y a aussi il y a différentes façons d'accéder aux éléments de la collection. Soit on peut y accéder par indice, soit avec une clé, comme le dictionnaire, ou soit simplement par parcours. C'est le cas des ensembles. Mais en fait, ces différentes façons d'accéder aux éléments des collections, c'est lié au type de collection. Donc, quelques classes de collections ordonnées, les collections à taille fixe comme array, les collections à taille variable comme ordered collection dans Smalltalk ou sorted collection dans Smalltalk qui sont des collections triées, automatiquement triées. Il y a des collections non ordonnées, donc à taille variable, donc c'est les sets. Ça c'est quelque chose qu'on trouve commun en Smalltalk et à Java. Identity set, qu'on retrouve en Smalltalk qui est une collection non ordonnée. Mais contrairement au set où deux éléments ne peuvent pas être égaux, ici dans l'identity set, deux éléments peuvent être égaux. Mais le même élément ne peut pas apparaître deux fois. Donc, nuancer l'identité par rapport à l'égalité. Les dictionnaires, également appelés hashtables dans certains langages, c'est des tables de correspondance clé-valeur. Donc, on trouve dans Smalltalk, dans Java, les classes dictionary sont des tables de correspondance. Bien sûr, donc étant donné une valeur, elle va pouvoir être accessible à travers avec une clé. Elle garantit que deux clés ne sont pas égales. Identity Dictionary, dans Smalltalk, c'est comme l'Identity Set, mais sauf que là, c'est l'identité, elle est testée pour les clés. Donc, on peut utiliser des clés qui soient égales, mais deux clés, la même clé ne peut pas être utilisée deux fois. Alors bon, il y a pléthore de classes de collection. Se pose la question, quelle classe de collection choisir? Donc, on a l'habitude d'utiliser array, mais il ne faut pas rester figé dans array, hein. Donc, c'est une question importante qui a un impact sur l'effort de développement et sur les performances, hein. Donc, suivant la collection que vous allez utiliser, vous allez devoir écrire plus ou moins de code, et votre code peut être plus ou moins rapide. Alors, les règles de choix, c'est est-ce qu'on a besoin d'ordre ou de tri? Est-ce qu'on a besoin d'unicité? Que les éléments, est-ce qu'on accepte d'avoir le même élément plusieurs fois ou pas? Est-ce que on veut que ce soit géré pour nous ou pas? À quel moment on va ajouter les éléments? Est-ce que c'est à la création de la collection ou au fur et à mesure? Euh, Quel est le type d'accès aux éléments dont on a besoin? Par identifiant, par indice, ou on veut juste parcourir la collection de manière régulière, ou on veut faire des recherches, ou est-ce qu'on veut faire de l'insertion? Tout ça, c'est des questions qui vont vous guider pour choisir parmi les nombreuses classes qui existent. Alors là, après cette présentation générale, qui n'est pas spécifique à... Oups, pourquoi ça a cliqué deux fois, qui est générale à différents langages, donc on va parler des collections dans le cas de Faro qu'on va utiliser en TP, au moins pour ceux qui vont prendre Faro en TP. Donc, la création de collection se fait comme pour créer n'importe quel objet. Donc, on envoie le message new à sa classe. Donc, si je veux créer un ensemble une instance de set, donc qui est un ensemble, donc je vais faire set new.
si je veux avoir une collection ordonnée dont les éléments sont accédés par indice, je vais faire ordered collection new. C'est une espèce d'ordered collection, je rappelle, c'est une sorte de tableau élastique. On peut ajouter et retirer des éléments. On peut vouloir créer, donner une taille initiale à la collection. Typiquement, c'est le cas des tableaux. Donc il n'y a pas d'éléments encore, mais il y a un certain nombre de cases. Donc on utilise pour cela le message new de point qui prend comme paramètre la taille. Donc quand je fais array new de point 5, ça me crée un tableau qui contient 5 cases. Et bien sûr c'est un tableau donc accessible, les cases sont accessibles par indice. Les collections, on peut les créer aussi en fournissant les éléments donc, au moment de la création. Donc pour les tableaux, on peut utiliser le Faro, les accolades. Et donc là, l'accolade, on fait plusieurs expressions. Donc chaque expression se termine par un point forcément. Et donc quand ce code-là est évalué, chaque expression est évaluée et le résultat est groupé, le résultat des différentes expressions est groupé dans un tableau, dont le nombre d'éléments, il y a autant d'éléments qu'il y a d'expressions. Donc par exemple, je fais accolade object new, donc ça me crée un objet, 345 fois 21, ça me crée un nombre entier, 1 to 45 by 5, ça me crée une collection de nombres entiers, Hello World, donc ça c'est une chaîne de caractères, 2014 c'est un nombre, tout ça c'est des accolades, donc là je vais me retrouver avec autant de tous ces éléments-là, les résultats de toutes ces expressions-là, groupés dans un même tableau. Une autre manière de créer les tableaux, c'est les tableaux de valeurs. Donc là, c'est avec soit des nombres, soit des caractères, soit des chaînes de caractères. Donc on écrit dièse ou H par référence au hashtag, dièse parenthèse, et puis l'ensemble de valeurs avec des espaces de séparation. Donc là, l'exemple dièse 45 espace hello everyone entre cotes, donc la chaîne de caractères hello everyone, espace $A, donc le caractère A, ben ça forme un tableau de 3 éléments. Quand on a besoin de manipuler des octets, donc en fait les octets on va les exprimer sous forme d'entiers entre 0 et 255 et on va les mettre dans un tableau d'octets qu'on va représenter avec ou définir avec dièse, crochet et les différents entiers séparés par des espaces. Troisième manière de créer les collections, c'est en fournissant les associations clés-valeurs pour construire les dictionnaires. Donc là, j'ai les accolades, une accolade ouvrante, clé, tiré supérieur, ça représente une flèche, vers une expression, donc là arbitraire, qui va être la valeur qui va être associée à la clé. Donc j'ai une expression pour la clé, une expression pour la valeur. Et donc l'ensemble, ça me forme un tableau d'association que je convertis en dictionnaire avec la méthode asDictionary. Donc exemple, donc j'ai un tableau où je vais utiliser des clés qui sont des symboles ou donc des chaînes de caractères uniques, dièse un objet, dièse nombre, dièse intervalle, dièse hello, dièse année. Ils sont là. Et donc ça, ce sont mes clés. Et pour chaque clé, je vais associer une expression. Donc pour la clé un objet, je vais associer object new. Donc object new va être évalué et l'objet résultat va être associé comme valeur au dictionnaire, dans le dictionnaire avec la clé un objet. Le 345 fois 21, cette expression-là va être calculée. Notez qu'on a besoin des parenthèses. Hein. Et donc cette valeur-là va être associée à un nombre, et ainsi de suite, pour obtenir notre dictionnaire. Alors pour accéder aux collections de taille variable, qu'elles soient ordonnées ou pas, donc on peut ajouter des éléments, retirer des éléments, c'est ça ce que veut dire taille variable. Et donc on peut utiliser add pour ajouter un seul objet à la collection,
la méthode add all, elle prend une autre collection paramétrée. Donc tous les éléments de la collection donnée en paramètres sont ajoutés à la collection qui exécute la méthode add all. On peut supprimer avec remove. Alors, la forme de base remove un objet, ça supprime l'objet de la collection. Si l'objet n'appartient pas à la collection, on se retrouve avec une erreur. D'où l'intérêt d'utiliser, si on est incertain, remove if absent. Donc, on essaie d'enlever un objet de ma collection, et si l'objet n'existe pas, on va exécuter le bloc qui est, enfin les traitements qui sont dans le bloc qui correspond au deuxième paramètre de la méthode remove. Puis il y a bien sûr remove all qui permet de supprimer plusieurs éléments de la collection. On peut, donc là, les add et remove permettent de modifier la collection. On peut juste lire le contenu de la collection. Donc, si on est dans le cadre d'une collection ordonnée, de taille fixe ou pas, first va retourner le premier élément. En fait, il y en a un certain nombre, first, second, third, fourth, pour avoir jusqu'au septième, jusqu'à seventh, je crois. Il y a tous les mots anglais pour désigner ça, permettre de retrouver les différents éléments. Donc, first, c'est pour le premier élément. Last, c'est pour le dernier élément. Donc, on n'a même pas besoin d'aller chercher l'indice, la taille de la collection et utiliser ça comme indice. At deux points, donc par contre on peut quand même accéder par indice. At deux points, un indice, ça me retourne l'élément correspondant, enfin, qui est référencé par la case à la position dans l'indice est donné. Et donc on a bien sûr une erreur si l'indice est en dehors des limites de la collection, sachant que spécificité de Smalltalk, le premier élément, il a pour indice 1. Je rappelle toujours le contexte de Smalltalk, on essaie de faire quelque chose qui s'approche de la langue, et on dit bien dans la langue naturelle, hein, la langue parlée, le premier élément, donc le 1. Le 0 utilisé comme indice dans un langage comme Java, c'est un héritage du C, du langage machine, et donc c'est plutôt pensé comme pour les machines. Dans Smalltalk, on commence à 1. Et ce qui fait que le dernier indice correspond à la taille de la collection. On peut accéder à un indice particulier pour remplacer l'objet à cet indice-là. Et donc là, on va utiliser at put, donc at indice put un objet. Et donc l'objet, il est mis dans la case d'indice dont l'indice est donné. Le parcours des collections, c'est une autre manière de faire les boucles. En fait, on se rend compte que dans certaines fois, certaines boucles sont là pour manipuler les différents éléments de la collection, tous les éléments de la collection. Alors, quand on veut juste faire un traitement pour chaque élément de la collection, on va utiliser do. Donc do, ça prend en paramètre un bloc, et le bloc, il a un argument, donc c'est une espèce de variable locale au bloc si vous voulez, qui est automatiquement lié, hein, donc lié aux éléments de la collection. Donc élément va prendre le premier élément de la collection, puis l'exécuter, puis le deuxième, puis exécuter les traitements, puis le troisième, et puis exécuter les traitements, et ainsi de suite. À chaque itération, élément va référencer un élément différent donc, de la collection. Une autre manière de parcourir les collections aussi, c'est quand on veut faire un traitement et récupérer le résultat de ce traitement-là pour chaque élément. Donc on fait un collect. Donc collect avec un bloc. Et donc ce bloc-là, il a un paramètre de bloc qui est élément, qui est une variable qui référence successivement chacun des éléments de la collection. Et pour chaque élément, on va exécuter les traitements et le résultat des traitements, il est stocké, et enfin, il est mémorisé. Et en fait, l'ensemble des résultats des traitements pour chacun des éléments sont groupés dans une nouvelle collection qu'on obtient en résultat. Donc le collect, ça nous donne une collection en résultat, avec les résultats des différents traitements. On peut parcourir une collection pour chercher un sous-ensemble, extraire une sous-collection, un sous-ensemble d'éléments qui vérifie une expression booléenne. Et donc pour cela, on fait un select.
Pour ceux qui ont déjà fait des bases de données, le SQL, le select, c'est exactement la même idée. Donc là, élément va référencer successivement chacun des éléments de la collection, et l'expression booléenne qui va manipuler cet élément-là va être exécutée pour chacun. Si le résultat est vrai, l'élément il est conservé dans une collection qu'on va obtenir à la fin. Donc le select retourne un sous-ensemble de la collection parcourue. Un sous-ensemble avec les éléments qui vérifient cette expression. Le reject fait l'opération symétrique, ou inverse. Il nous donne un sous-ensemble dont les éléments ne vérifient pas cette expression. Les éléments pour lesquels cette expression est fausse. Reverse do, c'est pour les collections ordonnées. Ça fait comme un do, mais à l'envers. Donc il parcourt les éléments dans l'ordre inverse de la collection. Une autre manière de parcourir, ou une autre raison de faire une boucle, en fait, c'est de quand on cherche un élément dans la collection. Et donc là, le detect, il fait le boulot. On lui dit, je cherche un élément qui vérifie cette expression booléenne. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc le résultat, c'est l'élément qu'on recherche. Et si aucun élément n'est trouvé, on a une erreur. Pour gérer ce cas où on n'est pas sûr que l'élément appartient à la collection, on va utiliser la variante detect if none. Donc, elle a un premier bloc qui contient l'expression booléenne qui va être exécutée qui va être vrai pour l'élément recherché. Et si aucun élément n'est trouvé, on exécute le traitement alternatif, le bloc de code qui est dans le if none. Si on exécute le detect sur une collection où il y a plusieurs éléments qui vérifient l'expression booléenne, le premier trouvé est retourné. Donc, exemple de parcours d'une collection. Donc, la première ligne, là, j'ai différentes variables temporaires, note totale, moyenne, note correcte, note éliminatoire. Donc, note avec un S, c'est une collection de notes, donc. Une collection, l'ordre n'est pas important pour moi. Ce qui compte, c'est que chaque note soit unique. Donc chaque nombre soit unique. C'est pour ça qu'on va utiliser 7. Je vais ajouter 12, 6,5, 15 à ma collection. Donc ma collection va grossir. Au début, elle est vide. Et puis après, elle a un élément, deux éléments, trois éléments. Ensuite, on va faire le total, calculer le total. Enfin, on va initialiser la variable totale à 0, puisqu'on va l'utiliser pour calculer le total. On va parcourir la collection de notes. Donc la variable une note va référencer chacun des éléments. Et on va l'additionner au total. Donc l'ancienne valeur de total plus la note courante. Et on va l'affecter au total. Donc à chaque itération, total va évoluer. Et puis on va calculer la moyenne. Donc la moyenne, c'est le total divisé par le nombre d'éléments. Le nombre size, la méthode size donne le nombre d'éléments d'une collection. Si c'est une collection à taille fixe comme un tableau, elle nous donne le nombre de cases. Si c'est une collection à taille qui est soit élastique, elle nous donne le nombre d'éléments effectivement. Si on ajoute un élément, on a une collection de 3 éléments, on ajoute un élément, la size va être à 4. Si on retire 2 éléments, on avait 4, on retire 2 éléments, il reste 2. Donc size va nous donner 2. Bon bref, donc là, pour calculer la moyenne, on calcule le total divisé par le nombre d'éléments. On affecte ça à la variable moyenne. Si on veut trouver les notes correctes, donc on définit les notes correctes comme étant les notes supérieures ou égales à 12. Donc je vais faire un select sur ma collection. Et donc note select, et puis je lui donne un bloc, je lui donne un bloc qui est en argument de bloc une note. Et puis les notes retenues sont celles dont la valeur vérifie cette expression booléenne. Donc en l'occurrence, note correcte, ça va être une collection qui contient 15 et 12. Enfin, note éliminatoire, c'est
c'est le résultat, c'est une variable à laquelle on va affecter le résultat d'un detect. Et donc on va chercher s'il y a une note qui est inférieure à 8. Et s'il n'y a pas, on met nil. En l'occurrence, dans notre cas, il y a une note de 6,5, donc qui est éliminatoire. Donc le résultat de cette expression, sa note éliminatoire, va contenir 6,5. On va parcourir, on peut parcourir des collections ordonnées, deux collections ordonnées en parallèle, donc avec with, do. Donc with, donc on appelle sur une première collection with une deuxième collection et do un bloc qui va exécuter des traitements avec E1 et E2, respectivement des éléments de la première collection qui exécute la méthode with do et la deuxième collection. Et donc là, par exemple, si je prends le tableau 1, 2, 3, et puis j'ai un tableau 5, 6, 7, je fais with do, et donc E1 va successivement prendre les valeurs 1, 2, 3, et E2 va successivement prendre les valeurs 5, 6, 7, et donc pour chaque paire d'éléments, on va afficher sur la console le transcript, on va faire un saut à la ligne, CR, et puis show le résultat de la multiplication. Je rappelle que le point virgule, ça permet de faire une cascade de messages, donc on est en train de l'appeler CR, puis show sur le même objet qui est transcript, qui représente la console de notre de Smalltalk, donc de Pharo. Alors attention, hein, quand on fait with do, les deux collections doivent avoir la même taille, sinon on a une erreur. Ça n'a pas de sens d'essayer de parcourir deux collections en parallèle qui n'ont pas la même taille. De la même manière qu'on sait faire do sur une collection et une collection, et donc il y a l'équivalent pour parcours en double collection. On a vu with do pour deux collections, pour un simple parcours. Si on veut récupérer le résultat, on va faire with collect. Donc ma première collection qui va exécuter l'appel de méthode, with la deuxième collection, collect, et puis un bloc dont les deux paramètres vont référencer les éléments respectifs des deux collections. Donc exemple, on a une variable somme, et donc on va faire parcourir les tableaux 1, 2, 3 et 5, 6, 7, et on veut stocker le résultat, la collection somme. Et donc là, avec with collect, on va prendre chaque élément E1 qui va référencer 1, l'élément E2 qui va référencer 5, ça va nous donner le premier résultat, puis on va faire 2 plus 6, et on va faire 3 plus 7. Et donc le résultat des trois additions va constituer une nouvelle collection qui va être stockée dans la variable somme. Pour les dictionnaires c'est des tables clés-valeurs, hein, je rappelle. Si j'ai un dictionnaire existant et je veux accéder à un élément, étant donné, ou à une valeur associée à une clé, je fais @clé, j'appelle la méthode sur mon dictionnaire avec comme paramètre une clé, et donc j'obtiens la valeur associée. Si je veux écrire une valeur associée à une clé, donc je vais écrire la valeur associée à une clé, je vais utiliser @put. Si la clé existe déjà, ben, l'ancienne valeur elle est écrasée. Si je veux supprimer une clé, ben, je vais faire remove key, et donc en fait ça supprime la clé et la valeur associée s'il y a. Si la clé, si on essaie de faire un accès à une clé et on ne sait pas si la clé est là ou pas, on va utiliser if absent. Donc on va essayer d'accéder à la clé. Si la clé est là, on récupère le résultat, donc la valeur associée à la clé. Et si elle est absente, on récupère le résultat qui est le résultat de ce traitement-là. If absent put, donc là c'est une méthode qui est très pratique. Donc on essaye d'accéder à une clé
Si elle existe dans notre dictionnaire, on récupère la valeur associée. Si elle n'est pas là, on va stocker le résultat de ces traitements-là, qui sont dans le bloc donné en deuxième paramètre, et ce résultat-là est retourné. Et donc là, at clé if present, ça permet d'exécuter des traitements si la clé a déjà une valeur associée. Alors pour parcourir les dictionnaires, donc on va parcourir les dictionnaires sous forme de... Le dictionnaire, c'est des tables clés-valeurs, donc on va pouvoir faire différents types de parcours. On va pouvoir faire keys and values do, donc on va faire un parcours, on va avoir des traitements qui vont être exécutés pour chaque paire clé-valeur. Des fois, ça nous intéresse juste de parcourir juste les clés. Et dans ce cas, on va faire keys do, un traitement qui va être exécuté que pour les clés, ou values do, c'est un traitement ça permet d'exécuter un traitement juste sur les valeurs. Le do fait la même chose d'ailleurs pour les dictionnaires. Et puis il y a le collect qui retourne un ensemble avec les résultats des traitements pour chaque valeur. Exemple d'utilisation de dictionnaire. On crée un dictionnaire, new, qu'on va stocker dans la variable temporaire notre promo, qui a été déclarée précédemment. Après, on va associer à la chaîne de caractères Marie la valeur 14. Donc on fait at Marie put 14. On fait at Rémi put 12. Donc Rémi va lui associer la note 12. Didier, on va lui associer la note 16 avec at put. Et puis on veut afficher les résultats de la promo sur la console. Donc on fait notre promo keys and values do. Et donc le premier paramètre de bloc, ça va être le nom, ça correspond aux clés, qui sont les noms. Et le deuxième paramètre de bloc, c'est la valeur, c'est la note. Et donc on va pouvoir, pour chacune des notes, ou chacun des élèves, sur la console, faire un saut à la ligne, afficher le nom, faire une tabulation, puis afficher la note. Bon, on aurait pu utiliser au passage les cascades de messages, mais bon, je ne l'ai pas fait dans cet exemple-là. Alors, comme on a différents types de collections, on est bien passé d'une collection à l'autre, en fait, ce qu'on appelle faire des conversions. En fait, j'ai bien mis des conversions entre guillemets parce qu'en fait, on ne modifie pas les collections manipulées, on crée des nouvelles qui répondent à nos besoins. Par exemple, j'ai une collection non ordonnée et je lui fais as array, je vais obtenir un tableau. Mais le set de départ, la collection non ordonnée de départ, elle reste là. Si je fais as ordered collection, j'ai un tableau, je fais as ordered collection, je vais obtenir une collection élastique, mais mon tableau de départ ne change pas. As set, ça me crée une collection ordonnée, mais mon tableau de départ dans cet exemple-là n'est pas perdu. Donc, as sorted collection, ça nous crée une sorted collection, ça nous crée une collection triée, dont les éléments sont triés par ordre croissant. Bon, si on a des nombres ou des chaînes de caractères, c'est évident. Si on a des objets, il faut plutôt utiliser l'autre variante qui est assorted collection avec un bloc en paramètres. Et ce bloc-là, ça manipule deux éléments de la collection et ça retourne vrai si les éléments sont dans le bon ordre. Donc par exemple, si j'essaye de trier par ordre croissant le tableau suivant, donc enfin je trie, donc je vais faire 51, mon tableau c'est 51, 23, 45, bon peu importe, je fais assorted collection, A, B, et donc la collection triée résultante, c'est une collection dont chaque élément est inférieur à tous ceux qui le suivent. C'est ça ce que ça veut dire. Donc la taille de collection, on a déjà vu, c'était le size. C'est le nombre de cases quand c'est une collection taille fixe, pour les tableaux d'octets, les byte array, etc. Ou alors, si c'est le nombre d'éléments, c'est le cas général,
les collections élastiques. C'est celles qui sont les plus répandues, enfin disons, les plus couramment utilisées. Donc là, exemple d'une collection, je fais array new de points, j'affecte ça à la variable a, donc a va référencer notre nouveau tableau. Si je fais a size, j'obtiens 25. Si je fais a at 8 put, la chaîne de caractères bonjour blabla, je vais obtenir, et je demande la taille, ça va toujours être 25. Par contre, si je prends un set, donc une collection non ordonnée, élastique, je fais new de point 25, et j'affecte ça à la variable s. Si je demande la taille, ça me donne 0. Si j'ajoute une chaîne de caractères, donc un élément à ma collection, je lui demande la taille, j'obtiens 1. Donc vous voyez la nuance, où dans le cas des collections à taille fixe, size donne le nombre de cases, et dans le cas de collection élastique, size donne le nombre d'éléments. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'appeler new de points pour les collections à taille élastique? Ben, en fait, ça sert. Il faut savoir qu'en dessous, dans l'implémentation des collections à taille variable, on occupe des cases mémoire et puis on surveille ces cases mémoire-là. Puis si on n'a pas assez, on en rajoute. Et cette opération-là, elle a un coût. Dans, dans des petits programmes, dans les cas usuels, ce n'est pas grave, mais quand on a des choses qui sont répétées de manière souvent, répétées de manière régulière, ça peut impacter les performances. Et donc si on sait que notre collection va avoir, si on sait à l'avance, au moment du développement, quelle taille, on sait estimer la taille de la collection, le nombre d'éléments qu'elle va avoir, ben, pour éviter ces opérations d'agrandissement de l'espace mémoire alloué pour la collection, ben on va l'allouer d'entrée au moment de la création. Mais bon, ça c'est quelque chose, il faut s'en préoccuper uniquement quand il y a des problèmes de performance. Dans la pratique, vous utiliserez pour les collections à taille variable, vous utilisez le new tout court sans paramètres. Alors, pour tester la taille, bon, on peut faire demander la size et la comparer, mais il y a moyen de faire plus malin. Donc on peut appeler la méthode, les collections dans Pharo comprennent isEmpty. Ça renvoie vrai ou faux si la collection comporte des éléments ou pas. On peut faire ifEmpty un bloc. Et dans ce cas, le bloc avec des crochets va être exécuté si la collection est vide. Il y a le symétrique hein, ou l'inverse, c'est if not empty. Donc là, le bloc est exécuté si la collection n'est pas vide. Donc, exemple, donc dièse parenthèse parenthèse, là c'est un tableau vide. Si je fais if empty, j'obtiens comme résultat true. Là j'ai un tableau qui comporte 3 éléments, un objet, un autre tableau, qui est en l'occurrence vide, et puis le nombre 123. Si je fais if not empty, ce crochet-là, ben en fait je vais voir s'afficher bonjour sur le transcript, sur la console, parce que ma collection n'est pas vide. Donc en fait là, l'intérêt de ces méthodes-là par rapport à prendre size et comparer, c'est euh, comment dire, c'est que l'intention, elle est plus directement apparente. Là, votre intention de développeur, qu'est-ce que vous voulez faire, elle est directement explicite à travers le programme. Et en plus, ben, en fait, c'est plus léger à écrire plutôt qu'à rajouter des comparaisons, des crochets, etc. On peut tester l'inclusion. Donc on n'a pas besoin de parcourir la collection pour voir si un élément est dedans. On va faire un includes. Et ben, includes, et puis l'objet qu'on cherche en paramètre, et puis ça nous renvoie true si l'objet est dans la collection, ou false sinon. Donc là, si j'ai le tableau, donc, comme exemple 123 avec la chaîne de caractères hello et le nombre moins 78, lui il fait includes 45, je vais obtenir false. Si je lui avais fait include 123, j'aurais obtenu true.
Includes any va permettre de tester si au moins un élément de la collection donnée en paramètres est inclus dans la collection sur laquelle on appelle includes any. Par exemple, j'ai toujours mon tableau de tout à l'heure, includes any, et puis je lui donne comme paramètre le tableau world, et avec la chaîne de caractère world, et le nombre 123. Et donc là, je vais avoir true, parce que même si la première chaîne de caractères n'est pas contenue ici, le deuxième élément, lui, il est dedans. Donc je vais avoir true. Includes all, là, ça vérifie si tous les éléments de l'autre collection sont appartenus dans notre collection. Donc dans notre exemple, toujours notre tableau, si on lui fait includes all et puis world 123, ben, je vais forcément avoir false parce que 123 appartient certes à notre collection, mais world n'y est pas. Alors on a des méthodes qui permettent de faire des tests arbitraires. Donc c'est plus simple et plus léger à écrire que faire un do avec des if, etc. On va faire all satisfy, et puis là ça nous retourne true si la collection comporte si le bloc est vrai pour tous les éléments de la collection. Any satisfy, ça retourne true si au moins un élément de la collection vérifie le bloc. Donc on a true pour ce bloc. Non satisfy, ça renvoie vrai si aucun élément de la collection ne vérifie ce bloc. Donc exemple, donc on prend le tableau 1, 2, 3, on va jouer avec. Donc on lui dit all satisfy élément x 10 inférieur à 24. Ben, je vais avoir faux parce que ben, élément x 10, donc 1 x 10 c'est 10, c'est inférieur à 24, 2 x 10, 20 inférieur à 24, mais 3 x 10, 1 est supérieur à 24, d'où le false. Si je lui dis par contre any satisfy la même condition, ben oui, je vais avoir vrai, parce que c'est vrai pour le premier élément, donc on n'a même pas besoin de parcourir les autres. Non satisfy, donc là, on veut vérifier si aucun des éléments multipliés par 5 égale 20. Et donc là, je vérifie, donc élément va prendre successivement les trois valeurs, 1, 2, 3, donc 1 fois 5, c'est 5, donc c'est pas vrai, 2 fois 5, 10, donc c'est pas vrai, 3 fois 5, 15, c'est pas égal à 20, donc aucun de nos éléments ne vérifie cette expression, donc les non satisfaits retournent true. La copie. Bon, il se peut que des fois on ait besoin de copier des objets plutôt qu'à les reconstruire. C'est surtout quand la construction des objets est coûteuse et complexe et on n'obtient pas forcément euh, les objets avec les mêmes champs. Donc, on veut copier une collection et en lui insérant un élément. Donc c'est copy with. Copy without, ça copie l'élément, la collection, en retirant donc, tous les éléments sauf ceux qui sont. Enfin, elle retourne toute une collection avec tous les éléments de notre collection de départ, sauf ceux qui sont égaux à un objet. Et donc, dans le cas des collections ordonnées, on peut obtenir tous les éléments sauf le premier ou sans les n premiers, avec all but first et all but first 2 points. Et il faut faire l'opération symétrique avec all but last 2 points, qui permettent de copier tous les éléments sauf le dernier ou sauf le n dernier. Alors pour concaténer deux collections, on va utiliser la virgule. Et donc, première collection, virgule, une deuxième collection. Donc, ça va créer une troisième collection qui contient les éléments. Dans le cas de tableau, donc j'ai le tableau 4,5 et 1,2, 1, 2, 3.
Donc la virgule va permettre de créer un troisième tableau qui contient 4, 5, 1, 2, 3. Donc vu qu'on a des tableaux, on obtient un tableau en respectant l'ordre. Si on avait des collections non ordonnées, on aurait obtenu une collection non ordonnée. Enfin, c'est le type de la collection qui exécute la méthode virgule qui, qui prime. C'est lui qui va permettre de décider. Ben, si on avait ici une collection non ordonnée, on aurait obtenu une collection non ordonnée là. Donc voilà, c'était la dernière diapo sur les collections. Donc avec ça, vous êtes prêt pour manipuler les collections dans Pharo.